Et voilà. Donc, JavaScript. Qu'est-ce que c'est? Donc, le principe fondamental de JavaScript, c'est un langage de programmation. Okay? C'est un langage de programmation qui a été créé pour le web. Donc, initialement, quand on travaillait sur Internet, on avait seulement la possibilité d'avoir les pages en HTML, okay, avec certaines balises. C'était complètement statique. Okay? Il n'y avait aucune manière d'avoir de l'information qui était dynamique à l'intérieur d'une page. À un certain point, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant d'avoir des variables, d'avoir des compteurs, d'avoir des books qui sont capables de travailler à l'intérieur d'un navigateur. Donc, il y a eu plusieurs essais de différents langages de programmation qui ont été créés dans les autour des années 90. Là. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que notre ami Brandon, là, ici, qui travaillait chez Netscape, hein, les prédécesseurs à la fondation Mozilla et Firefox par la suite. Là. Donc, lui a décidé de créer un langage. Okay? Il a fait ça en une semaine et quelques. Là. Okay? C'est un gars qui travaille avec des compilateurs avant. Puis, c'est là qu'il a inventé le JavaScript. Donc, c'est un langage qui se veut habiter complètement dans le navigateur. Donc, maintenant, ça a sorti de là, mais initialement, c'était seulement pour être capable de travailler dans l'environnement du web, puis qui était capable de travailler avec la page web elle-même. Donc, il était capable de modifier ce qui était disponible sur la page pendant qu'elle était affichée. Ici, juste un autre petit rappel aussi, quand on travaille sur nos serveurs web, hein, quand on fait des requêtes, ben, nos ordinateurs sont connectés. Puis ici, attends, je vais vous sortir une petite aide visuelle. Pendant que tu fais ça, tu utilises quel logiciel pour ouvrir ton MD? Moi, je le fais en Notepad, mais j'ai vraiment pas la même mise en page. Si tu l'ouvres dans Visual Studio Code, il va avoir une extension qui est disponible pour avoir le preview de ça. Là. Donc, dans l'extension, elle s'appelle Markdown All-in-One. Et voilà. Fait que ça permet de... Donc, je vais revenir sur cette affaire-là. Si ça ne te dit rien, le Markdown, je vais en parler dans quelques instants. Là. Mais en gros, c'est un fichier texte qui est capable de mieux afficher les choses. Parfait. Donc ici, juste un petit rappel. Ça, c'est pas intéressant. Donc, quand on a une transaction web, le principe... Attends, on va mettre ça un petit peu plus petit pour avoir les deux en même temps. Excellent. Donc, quand on a notre ami, notre ordinateur, hein, qui communique avec un serveur quelconque, donc notre ordinateur fait une demande hein, par requête HTTP. Si je vous parle de requête HTTP puis que je vous parle des différentes méthodes HTTP, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me dire le nom d'une méthode HTTP quelconque? Ah! OK. Hey! Et voilà. Put, on a delete. Get, post, put, delete. Mais habituellement, get et post, ça nous règle 99% des cas. Donc, une fois qu'on fait cette requête-là, le serveur décide quoi faire avec la requête, puis nous retourne du contenu statique. Hein? Donc, soit une page HTML, OK, admettons avec une réponse qui est un code de réponse pour dire que tout s'est bien passé. C'est quoi le code de réponse pour dire que tout s'est bien passé? 200. 200. 200, c'est OK. Donc, je vois que c'est connu, ça va bien. Donc, le principe ici, c'est qu'à l'intérieur de
ce contenu-là, hein, c'est supposé être de l'information statique. Hein. Le HTML, c'est un markup language, c'est le Hypertext Markup Language. Il n'est pas supposé se passer rien de dynamique. Bien, là, à l'intérieur de cette réponse-là, ici, attends, je vais te muter, Mathieu. Tu parles un petit peu. À l'intérieur de cette réponse-là, on peut avoir une partie de JavaScript que l'ordinateur va être capable d'exécuter, puis de faire des choses spéciales à l'intérieur. Donc, le principe de JavaScript, c'est d'être capable d'être du code qui roule sur des pages web pour faire des choses plus dynamiques. OK? Donc, maintenant, on est rendu post-ère Web 2.0, OK, puis on a même dépassé ça depuis un petit bout. Le principe d'éléments statiques, c'est vraiment beaucoup plus loin derrière nous. Maintenant, tout est rendu dynamique, puis tout est rendu basé sur tout ce que le JavaScript est capable de faire. Fait que JavaScript est capable de gérer de la communication, puis gérer des éléments dynamiques. Pour être capable de travailler avec tout ça, je vais mettre ça de côté, on a le principe de librairie. Donc, JavaScript, ça fait 20 ans-ish que ça existe, là. OK? Non, plus que ça, 30 ans. Il y a eu beaucoup de monde qui ont écrit beaucoup de code, OK? Puis c'est devenu le de facto sur le web, OK? C'est tellement devenu imposant que ça l'a débordé du web. Maintenant, les applications sur nos ordinateurs, les applications sur nos mobiles peuvent aussi être codées en JavaScript juste parce qu'il y avait tellement de monde qui connaissait JavaScript que le langage s'est échappé de ses confins de navigateur puis a commencé à être utilisé un peu n'importe où. Le fait que tout le monde l'utilise, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de monde qui font beaucoup de code préfait pour qu'est-ce que nous, on voudrait pouvoir faire. Fait que le principe de JavaScript, c'est quand tu essaies de régler un problème, ce que tu veux, en fait, c'est régler la personne qui a déjà trouvé le problème, puis utiliser son code, puis le fixer pour ta version de la problématique. Donc, en JavaScript, il va y avoir beaucoup de librairies qu'on peut utiliser pour être capable de faire des choses qui sont complètement extravagantes par rapport à ce que le langage lui-même est supposé de faire. Donc, dans le monde du web, ces grandes librairies-là, okay, quand ils font des choses qui sont vraiment big, on appelle ça des frameworks. Okay? Ou, comme j'avais dit la dernière fois, des quadriciels. Okay? Je ne dirai plus jamais ce mot-là, là, mais... Donc, quand on travaille... Tu as promis hier de ne plus jamais le redire. C'est ça, je sais. À chaque fois que je le dis, je promets de jamais le redire. C'est ça le inside joke. Donc, le principe des frameworks, c'est d'importer un paquet de code qui fait des choses super méga cool, mais que pour moi, je n'ai pas besoin d'écrire beaucoup de code pour être capable de faire ça. Ce qu'on va voir durant la première partie du cours, puis en fait la deuxième partie aussi, c'est deux frameworks, okay? Donc qui vont être capables de faire des choses extravagantes avec peu de code. Donc, le premier framework qu'on va voir, c'est un framework d'affichage, donc qui va nous permettre de créer des pages web facilement. Donc, c'est ce qu'on a regardé hier quand on a parlé de React. Donc, React, son but dans la vie, c'est de créer des pages web, ou en tout cas des interfaces quelconques. Hein? Si on va sur la page principale, c'est JavaScript Library for Building User Interfaces. Excusez-moi, là. On va... Une bibliothèque JavaScript pour créer des interfaces utilisateurs. Hein? Donc, c'est ça son but. C'est d'être capable de présenter des choses de manière à ce qu'on peut les utiliser habituellement dans des applications web. Fait que ça, c'est notre première grosse librairie qu'on va utiliser. Derrière ça, hein, on a vu que nous, on utilisait Node, que lui est capable de rouler le JavaScript. Donc, son but à lui, c'est d'être capable de rouler du JavaScript. Puis derrière, on a vu que qu'est-ce que nous, on a installé, c'est quelque chose qui s'appelait NPM. Puis le but d'NPM, c'est d'être un gestionnaire des différentes librairies. Hein? Donc, on avait dit que NPM, c'était pour le Node Package Manager. Donc, ils appellent ça maintenant le Nicer Package Manager, mais en tout cas, je ne sais pas.
Donc, le principe, c'est qu'on est capable d'aller chercher, dans le nom Package Manager, il est capable d'aller chercher différentes librairies, puis que nous, on peut importer ça dans notre projet, puis pouvoir les utiliser facilement, puis convivialement. Hein? Hier, on a réussi à créer un site web avec une ligne de commande. Mais derrière cette ligne de commande-là, il y a des dizaines, des centaines de milliers de codes qui ont été téléchargés, c'est pour ça que ça prend 5 minutes, avant que tout soit setupé automatiquement. Donc, JavaScript s'est rendu un extrêmement grand écosystème. Puis, pour être capable de l'utiliser correctement, il faut savoir sa syntaxe. Ici, le site que je vous présente dans les notes de cours, c'est une espèce de site qui est un gros cheat sheet de qu'est-ce que JavaScript est capable de faire. Donc, en gros, ici, moi, je présente les informations que je trouve primordiales de cette affaire-là, mais à chaque fois que vous êtes en train de travailler avec une partie où c'est que vous ne vous souvenez plus qu'est-ce que c'est supposé de faire, comment c'est supposé fonctionner, okay, ce site-là va avoir toujours des exemples de qu'est-ce que c'est supposé de faire. Tu peux même essayer de l'exécuter en temps réel. Donc, il y a ici, sur ce site-là, en gros, une synthèse de qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. Parfait. Fait que on fait un survol de tout ce qui est important dans la syntaxe de JavaScript. Puis après ça, on va regarder un deuxième outil qui va nous permettre de faire la gestion de nos projets. Puis dans le restant de l'après-midi, je vais vous demander de faire des exercices en utilisant du JavaScript puis l'outil qu'on va voir tantôt. Donc, avant d'être capable d'utiliser JavaScript, on fait un retour sur la syntaxe. Donc, premièrement, hein, et non le moindre, on a le principe de commentaire. Donc, le principe de commentaire, c'est du code qui ne sera pas exécuté par l'interpréteur ou la machine. Deux types de commentaires. Un commentaire sur une ligne qui commence avec des doubles /. Le restant de la ligne va être considéré comme un commentaire. Ou sinon, un deuxième qui est des balises qui commencent par un / étoile, qui se termine par un étoile /, puis tout ce qui est entre ces deux balises-là va être considéré comme un commentaire. Ensuite, au début de la majorité de nos scripts en JavaScript, la majorité de nos programmes, tout fichier en JavaScript, on va vouloir utiliser une option de configuration qui s'appelle le mode strict. Donc, en gros, quand le JavaScript a été créé en 10 jours, le gars, il ne s'attendait pas à ce que ça soit le langage de facto du monde moderne pendant les 30 prochaines années. Fait qu'il en a comme coupé des coins pas mal ronds. Okay? Puis il avait laissé des ambiguïtés qui permettaient de faire des choses qui étaient très dommageables à moyen terme. Okay? Parce que le langage JavaScript, c'est un langage dynamique qui est interprété avec un langage qui est faiblement typé. Ça veut dire que tu peux avoir une variable qui commence en étant un entier, puis qui devient un string, puis qui finit en étant un objet, puis on s'en fout. Tant que ça marche pendant que ça marche, c'est correct. Fait que ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas marcher, puis que ce n'est pas évident pourquoi que ça ne marche pas. Donc, à un certain moment, on a décidé de comme refermer un peu la vis, là, puis d'avoir une version plus moderne du langage qui me permet de détecter plus rapidement les problématiques possibles. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est utiliser cette ligne-là au début de nos scripts pour comme activer ce mode-là. Donc, ça va nous permettre de rajouter des contraintes, enfin, qui vont nous éviter de faire des problèmes. Donc, moi, je suis un grand utilisateur, puis je propage la bonne nouvelle de la programmation défensive. Hein, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte jusqu'à date, là, mais quand vous écrivez du code, puis le code ne marche pas, c'est probablement de votre faute. Hein? Fait que vous êtes la seule source d'erreur possible quand vous écrivez du code. C'est habituellement pas la faute du langage, ou en tout cas, c'est très peu souvent la faute du langage. Donc, on veut essayer de se protéger de notre seule source d'erreur qui est nous-mêmes. Fait que moi, ce que j'envisage souvent, c'est écris comme si tu n'arrêtais pas de faire des erreurs. Donc, mets des éléments en place, code, pour t'assurer qu'à chaque étape,
ça a bien marché, te donner le plus d'espace pour découvrir les erreurs que tu vas faire. Hein? OK. Fait qu'on commence les variables. Comment ça marche des variables? On a le principe d'un mot-clé qui représente le nom de... le principe du mot-clé qui permet de dire hey, on va déclarer une variable. On n'a pas besoin de type, hein, c'est faiblement typé. Puis à partir de là, ben, je peux déclarer la variable comme j'ai besoin. Je peux faire une assignation avec un égal, toujours de la droite vers la gauche, ça va bien. Vous allez voir si vous regardez du code, il y a deux types de déclaration de variables. Il y a let puis il y a var. Ah, il y a une question de Driss. Oui. Oui, je ne me souviens pas avoir utilisé le let pour déclarer une variable. Tu n'arrives pas à l'utiliser. Non, je ne me souviens pas utiliser le let. Peut-être c'est la première fois. Oui, c'est possible parce que ce qui est enseigné ici, c'est une version moderne de JavaScript qui est arrivée avec... parce que les versions de JavaScript... On va montrer ça. Donc, quand on parle de JavaScript, la norme derrière, okay, elle s'appelle ECMAScript, mais c'est ce qui standardise le JavaScript. Fait qu'il y a différentes versions de la norme ECMAScript. Okay? Puis la plus importante pour la majorité du monde, c'est la 6e édition. Okay? Donc, le ECMAScript version 6. Okay? Donc, vous allez voir souvent ES6 de marqué à des endroits. Donc, quand cette affaire-là a été définie, c'était un avancement considérable par rapport au langage. Donc, comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de problématiques qui venaient avec JavaScript. Puis, cette version-là, c'était une version qui a été finalisée en milieu 2015, donc commençait à utiliser 2016-2017. Puis, aujourd'hui, c'est pas mal ça le standard. Donc, on voit qu'il y en a d'autres versions, là, mais c'est tout bâti par-dessus. Donc, le principe ici, c'est que ça te permet d'avoir d'autres types de déclarations qui sont plus restrictives et qui te donnent plus de contrôle sur ce que tu as besoin de faire. Donc, c'est pour ça que ça se peut que tu ne l'aies pas vu si tu as déjà fait du JavaScript, mais je te dis en ce moment, quand tu veux déclarer des variables, tu veux utiliser le mot-clé let. OK? Ici, justement, je parle qu'il y a une ancienne version qui est le var, qui a des problèmes qui sont inhérentes à JavaScript. Donc, c'était tellement problématique qu'ils n'ont pas changé la manière d'utiliser var. Ils ont juste créé une nouvelle syntaxe pour mieux déclarer des variables. Parce que le var a des propriétés qui sont assez complexes, dans lesquelles on n'ira pas, à moins que vous tombiez sur des problèmes qui tombent là-dessus durant vos conceptions, là, mais habituellement, tu peux maintenant tout contourner anyway si tu utilises bien le let. Donc, dans les noms des variables, on a le droit, dans les règles de nommage, bon, il faut que ça contienne des lettres, des chiffres, ou les symboles cash, de signe de dollar, ou le tiret-bas, le underscore. Ici, faire attention, le signe de dollar, on ne l'utilisera on va essayer de ne pas l'utiliser par convention. Okay? Donc ici, très important, quand je parle de convention, c'est le principe que ce n'est pas une règle. Hein? Donc, même si tu ne suis pas la convention, le programme va être fonctionnel. Mais la convention, ça nous permet de tout le monde faire la même chose, tout le monde prendre le même moule. Comme ça, on est capable facilement de voir les patterns qui émergent. Donc, quand je vais voir telle chose, je sais que c'est ça qui se passe. Hein? Donc, par convention, on n'utilisera pas le signe de dollar dans nos noms de variables. Ça va être utilisé dans les différents frameworks, okay, à l'interne, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit de noms, justement, avec les programmes qui roulent par-dessus. Donc, on est capable d'utiliser des lettres, des chiffres, puis le tiret bas. On est techniquement capable d'utiliser le signe de dollar, mais nous autres, on ne voudra pas l'utiliser. Donc, aussi avec le let, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu le principe de la constante.
Donc, ici, il y a une question de Bernard. En passant, Bernard, à place de juste l'envoyer à moi, tu peux l'envoyer à tout le monde dans le chat. Puis, il demande, est-ce que la différence entre les lettres et le var, c'est le scope resolution? Oui, c'est exactement ça la différence. Donc, c'est la manière de traiter la variable à l'intérieur ou à l'extérieur de blocs de code. Le let va travailler puis fonctionner beaucoup plus par rapport à ce qu'on s'attend. Donc, le let, quand c'est à l'intérieur d'un bloc de code, à l'extérieur du bloc de code, ça ne marchera pas. Avec le var, il y a ce qu'on appelle le variable hoisting qui fait des choses funky, mais que nous autres, on ne jasera pas parce qu'on sait maintenant qu'on utilise let puis que ça règle tous nos problèmes. Donc, on a le let pour les variables. Bien, maintenant, on a un autre identificateur pour indiquer des constantes. Donc, une constante, c'est quelque chose que tu assignes initialement, puis qu'après ça, tu ne peux plus jamais modifier. Hein? Donc, c'est le mot-clé const. Fait qu'à chaque fois que, puis c'est surtout pour des mesures aussi d'efficacité. Donc, quelque chose qui est constant va être beaucoup plus rapide dans l'interpréteur. Fait qu'à chaque fois qu'on va avoir quelque chose qui est non modifiable durant notre programme, on va le mettre dans des constantes. Oui, Alex? Fait qu'on oublie le var. On utilise tout le temps le let. Effectivement, c'est pas quelque chose que tu devrais utiliser. Donc, tu veux seulement utiliser le let ou le const. Ça se peut que tu vois des vars, mais tu ne devrais pas y toucher. C'est dirty, cette affaire-là. Là. Okay? Ça cause des problèmes. OK. Fait qu'on a les constantes. Encore une fois, par convention, okay, ce que vous allez souvent voir, c'est que les constantes, quand c'est quelque chose qui est un item qui est utilisé un peu partout dans le programme, tu vas avoir une constante qui est en majuscule seulement. Donc, ça permet de savoir que c'est une constante puis que c'est un item qui est juste défini quelque part d'autre. Parfait. Fait qu'on a le principe de type quand même si c'est faiblement typé, chaque valeur, chaque donnée en JavaScript ont un type. Donc, les 5 types qui existent à l'intérieur, les types primitifs, là, okay, il y a aussi les objets qui ont des types composés, mais les données primitives, c'est soit des nombres, okay, donc contrairement à d'autres langages de programmation, c'est des nombres. Okay? Il n'y a pas tant le principe de int ou de double ou des affaires de même, c'est des nombres. On a le principe de string, hein, donc des chaînes de caractères. On a des valeurs logiques, donc des valeurs booléennes, true ou false. Puis il y a 2 types qui sont inhabituels, okay, qui arrivent pas si souvent dans des langages de programmation. Le premier, c'est le nul, donc l'absence de référence. Okay? Donc, quand on parle de nul, habituellement, c'est qu'on va parler par rapport à des références à des objets. Puis le nul, ça veut dire que la référence n'existe pas. Il n'y a pas de référence vers cet élément-là. Oui, Alex? Oui, là, pour avoir un let, là, parce que maintenant on utilise tout le temps des lettres, il faut absolument le spécifier, c'est ça? Oui, dans le sens que c'est parce comme... qu'on pouvait, on s'est fait dire, là, on pouvait en JavaScript là, pas marquer var avant, puis juste faire la variable, puis l'assigner quand on l'assigne tout de suite. Tu veux utiliser let quand même, parce que si tu marques rien, ça utilise derrière var. Oui, c'est ça. OK. C'est bon. Fait qu'on on le spécifie tout le temps maintenant. Et voilà. Puis tu sais, c'est des pratiques qui sont plus modernes. Si tu regardes le code courant, donc si tu vas avoir des jobs aujourd'hui, c'est ça que tu veux faire. C'est ça le cours, là, c'est très in. Il y avait une question ici de Fabrice, je reviendrai juste à la fin que j'avais parlé des types primitifs. Fait que le dernier, mais non le moindre, c'est le undefined. Donc, il faut faire attention ici. Le undefined, c'est pas comme nul. Okay? Donc, quand on parle de nul, on parle d'un manque de référence. Quand on parle du undefined, c'est que la variable a été déclarée, mais le contenu n'a jamais été assigné. Donc, c'est une absence de type. Donc, on a le undefined qui est disponible comme type de données primitif. Ici, il y avait une question de Fabrice qui demandait, dans les frameworks, tu as parlé de React, tu as parlé de Node.js, c'est quoi la différence entre les deux? React, son but, c'est de faire des interfaces, donc de créer des sites web.
Donc, le principe de comment gérer une interface. Tu sais, si je vais sur Facebook, puis qu'il y a mon Instagram ou Twitter, puis qu'il y a la liste de posts, OK, à gauche, il y a un menu, en haut, il y a un autre menu, il y a une barre de recherche. Tous ces éléments-là, la présentation de ça, c'est créé avec des frameworks comme React. Donc, React, c'est un framework qui permet de faire de la présentation d'interface utilisateur. Node, c'est un serveur qui permet d'interpréter du JavaScript. Donc, le but de Node, c'est d'être capable de recevoir du JavaScript de n'importe quel type, OK? Puis d'être capable de l'exécuter. Nous autres, on va l'utiliser, on va l'utiliser aujourd'hui justement pour ça. On va pouvoir faire des petits programmes qui vont rouler sur Node tout seul. Mais ultimement, ce qu'on va être capable de faire, c'est de rouler des serveurs web. Donc, des serveurs qui sont capables de faire cette partie-là ici. Donc, le code qui va rouler à l'intérieur de ça ici, ça va être du JavaScript. Puis, il va y avoir des serveurs qui sont écrits en JavaScript. OK? Donc, Node.js, c'en est un. Puis, on va voir qu'il y a d'autres frameworks qui peuvent se bâtir par-dessus pour être capable de gérer ça. Donc, React, c'est une technologie d'affichage. Node, c'est pour exécuter du JavaScript. Okay? C'est comme plus un compilateur. C'est un interpréteur, en fait. Là. Fait que c'est ça la différence entre les deux. On continue dans nos aventures de la syntaxe de JavaScript. On va voir le principe des opérateurs logiques. Donc, on est capable d'avoir les opérateurs logiques avec les doubles barres droites ou les doubles perluettes, okay? Comme dans les langages qui sont basés sur le C. Là. Okay? Ici, qu'est-ce qui est intéressant? Il y a deux choses. Premièrement, il y a une fonctionnalité qui est vraiment pas évidente en JavaScript, okay, parce que ça ne se fait pas dans les autres langages. Donc, si, admettons, je regarde ce principe-là ici, là, okay, j'ai quelque chose de nul ou de faux, okay, je dis un « ou », puis je dis une chaîne de caractères qui est « OK hein. ». La réponse de ça, si tu viens d'un autre langage de programmation, tu vas regarder ça, puis tu vas dire « Ah, c'est sûrement true la réponse hein, parce qu'il y en a un des deux qui n'est pas faux. Hein, là, une chaîne de caractères, c'est comme positif, il y a quelque chose. Fait que ça semble vrai. Fait que ça devrait être vrai la réponse, mais ce n'est pas le cas en JavaScript. Donc, en JavaScript, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le résultat va être l'élément décidant de la relation logique. Donc, ici, avec le null ou OK, le fait que ça marche, hein, le fait que c'est vrai, c'est la chaîne de caractères OK. Fait qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est ça qui va être retourné. Donc, dans notre résultat, là, après cette instruction-là, ça va être OK qui va être à l'intérieur de résultat. Donc, ça, c'est inhabituel. Il faut faire attention à ça. Et si on mettait le null, on le met dans double quote au lieu de OK. Pardon, je n'ai pas entendu ta question complète. J'ai dit si au lieu de mettre le OK dans le double quote, on met le null dans le double quote. C'est le null qui va être affiché? Oui, exactement. Ici, si tu mets le null en double quotes, ce qui va arriver, c'est que null devient une chaîne de caractères. C'est ça qui devient vrai. Puis, ça va être le premier élément qui décide. Fait que déjà, en regardant la chaîne de caractères NULL, il dit « OK, ben c'est correct. J'ai plus besoin d'aller voir plus loin. C'est ça que je retourne. » Donc, il y a certains raccourcis intéressants à faire avec ça. Fait que le principe, c'est que dans les opérateurs logiques, il va y avoir le principe de des choses qui sont vraies-ish puis fausses-ish. Okay? Et après ça, truthy puis falsy. Donc, quand je fais des relations logiques, les choses qui sont falsy, hein, donc les choses qui vont donner quelque chose de faux dans une opération logique, bon, il y a évidemment la valeur logique, la valeur logique false directement. On a la valeur numérique 0. On a la chaîne de caractères vide. On a le nul. On a le undefined. Puis, on a aussi le principe de not a number. Donc, si j'essaie de calculer quelque chose, si je divise par 0, si je buste ou quoi que ce soit, c'est capable de me retourner un élément qui est un not a number. Puis, tous ces éléments-là, ils sont considérés comme faux.
Fait que si je le mets dans une relation logique, ça va être considéré comme faux. Si c'est un élément qui n'est pas dans cette liste-là, ben c'est automatiquement considéré comme vrai. Oui, Alex? Juste pour comprendre, si c'est dans la famille des true et des false, est-ce que ça va toujours être considéré des booléens? Ben, c'est que le principe de booléen en JavaScript a beaucoup moins d'importance que le principe de truety puis falsy. Okay? Donc, quand on fait la comparaison des opérateurs logiques, il ne va pas regarder la valeur booléenne de la chose parce que la valeur booléenne, c'est juste true ou false. Ça va regarder si c'est truety ou falsy. Fait que c'est vraiment ça qui est regardé dans la relation logique. Okay? Donc, on ne peut pas dire qu'une chaîne de caractères, c'est avec du texte dedans, c'est un true booléen. Mais justement, c'est pour ça qu'on y donne un autre nom, puis qu'on dit que c'est truety, puis falsy. Ouais, Alex? Donc, c'est une famille qui englobe. Exactement. Là. Mais c'est pas représentatif. Si tu demandes c'est quoi le type d'une chaîne de caractères, il va dire que c'est une string. Là, puis derrière, dans le langage, c'est pas affiché que c'est truety ou falsy. C'est juste comme implicite dans les règles. Oui, autre, Alex? Je comprends pas l'utilité. C'est une variable avec true ou false. Ouais. Puis là, après ça, tu t'assignes true et true. Ouais, ici, c'est juste pour démontrer les opérateurs. Là. C'est purement académique. Là. OK. C'est juste pour montrer que pour faire un ou, c'est 2 barres verticales. Parce que c'est pas tous les langages qui sont comme ça. Là. Ouais. Fait que c'est juste ça que je veux montrer. OK! Il y a certains langages, il faut que tu marques end. Là. Il y a d'autres langages, il faut que tu marques or, OR. Là, je veux montrer que c'est qu'est-ce que vous connaissez, mettons, de C#. Là. OK. La variable résultat, c'est pas true ou false. Non, en fait, ça va être true à la fin de ça, à la fin de cette opération-là. Ah, OK. C'est juste des instructions typiques. Là. OK, c'est bon. Parfait. Fait que, on continue. On a vu le principe de truety et falsy. On a nos amis les boucles. OK? Donc, très standard comme principe de boucle. On a le while avec une condition. Faites attention, hein? Les conditions, c'est des truety ou des falsy. Ce n'est pas du true et false pur et simple. Donc, toujours garder ça en tête. On a ensuite le principe du for qui a un compteur intégré. Okay? Donc, avec une règle d'initialisation, une conditionnelle, puis un incrémenteur. Donc, ça, c'est la boucle for C-type très traditionnelle. Ensuite, on arrive dans le principe de fonction. Donc, on a pas mal de choses qui sont intéressantes dans la déclaration de fonction qui sont tous des choses pour nous permettre d'écrire du code plus facilement puis plus rapidement. Donc, juste pour le principe de la chose, on va en même temps aller ici, puis on va se faire quelques petits exemples pour qu'on puisse voir. Fait que j'ai cette merveilleuse fonction. Je peux l'écrire. OK. Donc, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle fait? OK, donc c'est une fonction. Après le nom de la fonction, j'ai le nom que je veux donner à la fonction. Après ça, entre parenthèses, j'ai la liste des différents paramètres. J'ai ensuite des accolades. Puis, à l'intérieur des accolades, je vais pouvoir mettre une série d'instructions comme j'ai besoin. OK? Donc, rien de trop non familier là-dedans. Mais, bon, premièrement, dans JavaScript, si tu veux afficher le résultat de quelque chose, tu l'envoies à console.log. Okay? Donc, dans chaque langage, ils ont son propre élément, là, printf, cout, systemout, println. Ben, en JavaScript, c'est console.log. Donc, on va voir que cette fonction-là va faire l'affichage de quelque chose. Fait que si j'essaye de voir le message qui appartient ici, fait que qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je vois ici que j'ai 2 paramètres d'entrée. Hein, j'ai juste une virgule. J'ai le from puis le texte. Puis, je peux voir ici que j'ai une petite concaténation de chaînes. Hein, donc, ici, je peux concaténer des chaînes avec le plus.
Fait que je vais voir que le from est là. Je vais avoir ensuite plus mon texte, puis j'ai un 2 points entre les deux. Là, ici, j'invoque ma fonction, mais seulement avec un paramètre. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais... Oups, il faudrait que j'écrive le bon nom de... Donc, quand j'écris ça avec un seul paramètre, je peux voir que le premier paramètre, le from, est bien utilisé. OK, ça va bien. Mais le deuxième paramètre, le texte, je peux voir qu'il y a marqué rien. OK? Puis ici, rien, c'est en fait moi qui le définis. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que quand j'ai invoqué la fonction, j'ai laissé un paramètre libre, puis dans ce paramètre libre-là, on avait une valeur par défaut. Donc, je suis capable de mettre des valeurs par défaut dans mes paramètres de fonction. Si je ne mets rien, bien, ça prend cette valeur par défaut-là. Évidemment, si je décide de mettre les deux paramètres, tout va bien. OK? Donc, ça, c'est le principe de gestion de paramètres. On a aussi la possibilité d'avoir des retours à nos fonctions. Donc, on utilise le mot-clé return pour représenter le retour d'un élément. Donc, ici, si j'essaie de faire ma fonction, je peux voir que le résultat de la fonction, c'est bien l'instruction que j'ai mis à l'intérieur. Donc, c'est pas mal qu'est-ce que nous, on reconnaît. Là, ici, il va y avoir une nouvelle manière de représenter des fonctions. Puis là, c'est là qu'il faut s'attacher un peu là-dessus. Là. Okay? C'est des choses qui sont plus modernes, mais qui sont beaucoup utilisées dans le monde de JavaScript. Fait qu'on veut avoir le principe de une variable qui contient la fonction. Il faut que j'arrête de double-cliquer sur mon affaire. Donc, à la place de juste définir une fonction puis avoir qu'est-ce qu'on a habituellement, ce qu'on va avoir, c'est la description de la fonction habituelle. Mais cette description de fonction-là, je vais l'assigner à une variable. Donc, la variable va être un pointeur sur la fonction. OK? Donc, si on essaie ça ici, okay. Ça veut dire que je peux faire hello function, puis ça l'exécute le contenu. OK? Ça va bien. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, dans cette variable-là, je peux l'assigner à d'autres endroits. Donc ici, je me crée une deuxième variable, je l'appelle ma fonction, puis c'est le même lien qu'il y a dans hello function, puis à partir de là, je peux utiliser ma fonction qui va faire la même chose que la hello function, qui va faire la fonction que j'ai en fait pas nommée. Donc, on est capable d'avoir un bloc de fonctions qui me permet de dire, OK, ben prends tout ça, puis va derrière, puis mets ça dans une variable. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle des arrow functions. Donc, les arrow functions, ça va être une manière de écrire des fonctions sans écrire le mot fonction. Donc, le principe des arrow functions, c'est de dire, OK, j'utilise exactement ce que je voulais faire. S'il vous plaît, Hugo. Oui, oui, oui. Vous avez assigné la fonction à la variable hello function. Exact. Mais après, dans l'exécution, vous avez appelé hello function avec les deux accolades. C'est pas une variable? Bien, c'est une variable. Je n'ai pas compris cette utilisation. Fait que hello function, c'est une variable, mais la variable, ce qu'elle contient, c'est l'appel d'une fonction. C'est pas le résultat de la fonction. Non, c'est ça. Okay, ça contient la fonction. Elle contient la fonction. C'est ça. Ça, c'est nouveau. Là. Là, c'est normal que ça fait comme... attends une seconde. Là. Merci. Non, c'est bon. Parfait. Alex? Je ne sais pas, est-ce qu'on peut assigner une variable avec paramètre dans une...
Oui, une totalement. fonction avec paramètre dans une variable. Oui. Puis là, ce qui fait que quand on appelle la deuxième variable, par défaut, elle a les paramètres qu'on y a dit quand on Oui, l'a assigné. oui, tout ça, c'est possible. Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut faire d'intéressant. On va en voir au fur et à mesure de la session. Fait que ici, c'est juste un espèce d'aperçu. Est-ce qu'on peut assigner plusieurs fonctions à une variable de suite, genre? Ou bien ça va la remplacer parce que ça va juste écraser l'ancienne version, l'ancien lien. OK? Parce qu'en gros, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça devient des références. OK? Donc, moi, j'écris ma fonction. OK? Puis dedans, il y a du code. Ben, après ça, moi, quand j'ai dit prends cette fonction-là puis assigne-la à la variable, je me suis créé le hello function. Ouais, mais si tu fais, mettons, plus égal. Ça ne marchera pas. OK? Non, donc, OK. OK, ouais. c'est ça, c'est bon. Parce que c'est vraiment juste une référence qui pointe ici. OK? Fait que c'est pour ça que non, ben oui. Non, si bon. après ça, j'ai ma fonction que j'ai faite aussi, ben, elle pointe sur comme le même bout de code. T'sais. C'est ça le principe. Ouais. C'est bon. Fait que je ne suis pas capable d'additionner des références. Ce n'est pas une opération qui est permise. OK. Fait que on a le principe qu'on peut avoir des fonctions qui existent un peu dans le néant. OK? Donc, des fonctions qui existent dans le néant, puis qu'on fait référence à ces fonctions-là de l'extérieur. Hein? Là, le principe, c'est que j'ai une fonction qui existe, puis la fonction, elle n'a pas de nom. C'est possible de faire ça. La prochaine étape, c'est d'avoir une syntaxe simplifiée pour ne pas avoir à écrire le bloc de fonction au complet. Donc, ici, j'ai un exemple d'une deuxième fonction que j'aurais assignée à une variable, comme j'ai fait tantôt. Là, hein? Donc, on peut voir, comme on disait tantôt, j'ai la fonction, je mets le paramètre nom, hein? Puis, à l'intérieur, j'ai un return qui me donnerait ici hello non. Donc, en passant ici, ça, c'est une affaire spéciale avec les chaînes de caractères. Donc, tantôt, je vous avais dit, on peut avoir de la concaténation de chaînes avec des plus. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dit des choses? Donnez-moi des thumbs up là, si je parle de concaténation de chaînes puis que ça vous dit des choses. Hein, de coller des chaînes ensemble pour en créer une plus grosse comme on en a besoin. Oui. Excellent. Bon. Mais si je vous parle d'interpolation de chaînes, hein? Là, ça vous dit quelque chose encore? Ah, là, il y a moins de oui, par exemple. Excellent! Fait qu'on va voir c'est quoi de l'interpolation de chaînes. Fait que le principe, c'est que en JavaScript, OK, il y a la majorité des choses qui existent, c'est parce que le monde écrit beaucoup de JavaScript, puis ils se tannent d'écrire du JavaScript. Fait qu'ils veulent écrire la même chose, mais avec moins de lignes. Fait que quand je travaille avec ce que j'ai habituellement comme de la concaténation de chaînes, fait que, mettons, je veux dire on va mettre le crayon. Je veux dire comme une chaîne qui aurait Allo dedans, puis là, il y aurait Hugo, puis après ça, il y aurait un point d'exclamation. Hein? Bien, si je veux créer ça, puis je vais être capable de changer le nom, quand je vais écrire la chaîne de caractères dans mon code, j'irai quelque chose comme Allo avec un espace, avec un plus, avec le nom, avec un plus, avec le point d'exclamation. Hein? Donc ça serait notre standard concaténation de chaîne. Fait que on a trouvé que c'était beaucoup trop long de faire ça. Fait qu'on a voulu enlever les plus de la gang. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé un nouveau format de chaîne de caractères. On a créé les strings qui permettent de faire l'interpolation à l'intérieur. Comment je fais pour avoir ces strings-là? J'utilise le backtick. Donc ici, faire important, regardez comment la chaîne a été écrite, là. Hein? Donc, c'est avec un guillemet, c'est comme un accent grave tout seul. Là. OK? Donc, à l'intérieur du backtick, ce qu'il va y avoir, c'est que j'ai le droit d'écrire la même chose que d'habitude, mais quand je veux insérer un élément qui n'est pas littéralement du texte, un élément qui va être en fait quelque chose qui est une variable, je vais le mettre entre accolades. Donc, ça puis ça, c'est équivalent.
On a vu ça au C#. Bon, c'est ça, là. Ben, je lui ai demandé si vous saviez c'était quoi l'interpolation de chaîne. Peut-être que vous ne saviez juste pas le nom. Alexandre? Oui. Donc, dans le fond, juste pour bien comprendre, dans l'exemple que tu donnes sur ton pad, l'espace, là, tu as les accents graves qui englobent. Ici, tu mets des espaces. Volontairement, ça va créer des espaces dans l'addition de tes chaînes de caractères. C'est ça? Puis aussi, pour venir dans ton fichier MD, pour le More Hello, juste pour être sûr, parce que c'est en gris très pâle, mais c'est bien une partie du code, le signe de $. Oui. Ben, en fait, c'est ça que je suis en train de montrer, là. Fait qu'on va revenir. Fait qu'on a cette fonction-là. Bon, on sait maintenant que ça, c'est un string interpolation. Ça va bien. On a une fonction qui reçoit un paramètre, puis qui va retourner un élément directement. Fait que on voit ici que ça fait juste rajouter le hello à l'avant. On n'aurait peut-être pas eu besoin de fonction, mais c'est académique ici. On fait juste montrer les mécanismes. Fait que le principe, c'est que je vais pouvoir représenter cette partie de code-là. Donc, la déclaration de la fonction, le fait que ça prend un paramètre d'entrée, puis le fait que ça retourne un élément immédiatement en beaucoup moins de code. Donc, les arrow functions, c'est une fonction avec des raccourcis syntaxiques qui sont dénotés avec une flèche, avec le double, avec le égal plus grand que. Donc, comment est-ce que ça marche? C'est quand j'ai quelque chose, une flèche, quelque chose, ben, à gauche de la flèche, c'est les paramètres d'entrée. Puis à droite de la flèche, c'est les instructions à faire. Ici, il y a des doubles raccourcis syntaxiques possibles. Fait que pour l'instant, on va regarder cela d'en dessous. Oui, Driss? Une sorte de tableau associatif, non? Non, c'est pas un dictionnaire du tout. Là. Non, c'est on... une forme lambda, je pense. Effectivement, le nom, c'est des des closures lambda, ou des lambda. Ouais. On a vu ça au PHP, semblable à ça. Excellent. Par exemple, en JavaScript, vous allez voir qu'il faut vraiment être à l'aise parce que ça revient vraiment souvent. Fait qu'on a le même principe ici, où j'ai... Pardon, Hugo, moi, Oui. je vois mal, je ne sais pas si c'est uniquement moi, je vois mal. Après hello, je ne vois rien. OK, on va le mettre... Dollar? Oui, c'était dollar non. On va le mettre ici comme ça. Oh, OK, merci. Ben, utilisez le Dark Theme de Visual Studio Code, ça apparaît en bleu. Oui, désolé, déjà une deuxième question, s'il vous plaît. Hugo, je n'arrive pas à trouver le cours. Où est-ce que vous avez mis le cours? Sur Teams. Teams, oui, je suis sur Teams. Tu peux aller dans les fichiers. OK, fichier. Il y a le Class Materials. Class Materials, oui, parfait. Je le vois, merci, très gentil. Pas de problème. Donc, je voulais regarder cette deuxième appellation-là. Donc, on a ici le même principe, c'est qu'on a une fonction qui va être storée dans une variable. Puis, on a le arrow function. Donc, le arrow function, j'ai dit à gauche du arrow function, je vais avoir les différents paramètres. Puis, à droite, je vais avoir les différentes instructions que j'aurais habituellement. Fait ici, on peut voir que je suis en train de créer une fonction qui va avoir deux paramètres, x et y, puis qui va faire, il va créer z, puis il va retourner le résultat de ça. Donc ici, en fait, c'est presque la même chose que j'aurais écrit ici. C'est juste que j'ai remplacé le mot function qu'habituellement je mets avant les paramètres par le symbole de la flèche. Mais il y a des raccourcis qui nous permettent d'écrire juste ça finalement. Quand on a juste un paramètre, je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse. Donc, si j'ai juste un paramètre, je peux littéralement écrire ça, c'est le nom du paramètre qui va être. Si le seul but de la fonction, c'est de retourner quelque chose, je n'ai pas besoin de mettre d'accolade, puis je n'ai pas besoin de mettre return, puis j'ai juste besoin de mettre
l'instruction de retour. Donc, je suis capable de, ici, créer une fonction avec more, qui va s'appeler more hello, qui prend un paramètre, puis qui va écrire hello avec le paramètre que j'ai rentré. Fait que ça, c'est notre principe de arrow functions. On va y revenir parce que ça va revenir. Est-ce qu'on a toujours besoin... Pardon. Vas-y, vas-y. Est-ce qu'on a toujours besoin du signe de $? Le signe de $ ici, c'est... Je l'ai-tu oublié ici? Ah, j'ai oublié ici. Parce qu'il faut, OK, ça fait plus de sens. Signe interpolation, ouais, c'est ça. Je vais juste m'assurer que je ne dis pas des choses loufoques. Ouais, c'est ça. C'est moi qui s'étais trompé. Hein. Il était supposé en avoir un à l'intérieur. Et s'il y a plusieurs variables, est-ce qu'il y a plusieurs signes de $, un avant chaque accolade? Exactement. Fait que c'est tout le temps signe de $, accolade, puis après ça, Okay. on fait n'importe quoi que tu voudrais résoudre. T'sais. Ça pourrait être une expression, ça pourrait être une fonction, ça pourrait être. Alors, c'est pas quoi juste accolade, c'est $ accolade. Exactement. Donc, Merci même le beaucoup. deuxième exemple, Pardon? dans le deuxième exemple, Ben, dans le deuxième Non. exemple, ça ne change rien. Là. OK. Ici, Il y a c'est pas- juste pour l'interpolation de chaîne. OK. Parfait. On est bon avec ça. Autre chose qui est assez fondamentale en JavaScript, c'est le principe d'objet, qui ne porte pas si bien son nom, parce que, en fait, ça s'apparente beaucoup plus à un dictionnaire, okay, que n'importe quoi d'autre. Donc, le principe en JavaScript, c'est de dire je suis capable d'avoir une variable quelconque. Okay? À l'intérieur de la variable, je vais avoir différents champs. Puis pour chacun de ces champs-là, je vais avoir une valeur rattachée. Okay? Puis à partir de là, je vais pouvoir aller travailler avec ce champ-là en utilisant une des deux formes suivantes d'accès. Donc, puis ici, pour déclarer un objet, il faut que ce soit entre accolades. À l'intérieur des accolades, on va avoir une liste de champs délimités par des virgules. Puis pour chacun des champs, ça va être le nom du champ à gauche, 2 points, puis la valeur à droite. Donc ici, on peut aller chercher en utilisant le point, hein, c'est comme une propriété ou une méthode d'un objet quelconque, en orienté objet. Ou sinon, je peux l'utiliser plus comme un dictionnaire à la Python, là, où c'est que j'ai le nom de mon objet, puis j'utilise entre crochets carrés une chaîne de caractères qui représente le nom du champ que je vais aller chercher. Là, ici, une question qu'on peut se poser, c'est OK, pourquoi est-ce que je voudrais utiliser l'un ou l'autre? Hein? Donc, le premier avec le point, c'est intéressant parce que, bon, je l'écris juste dans mon code, puis habituellement, si j'ai de l'autocomplétion, ça va essayer de faire les choses. Le deuxième, il est utilisé quand le nom du paramètre pourrait être une autre variable. Donc, si j'ai besoin de faire une variable intermédiaire qui aurait le contenu, bien, derrière, moi, après ça, je peux utiliser cette variable-là pour aller chercher le bon paramètre. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus flexible sur quel paramètre je vais aller chercher de manière plus dynamique. Donc, indexation. Pardon? Genre d'indexation? Oui, exact. Mais c'est plus comme un dictionnaire, là, plus qu'un tableau. Il n'y a pas de case en tant que tel. C'est des emplacements nommés. Fait que c'est un type à part entière, les objets. Okay? Donc, on peut créer un objet vide ou sinon créer un objet avec un new puis le object comme une classe. Il y a aussi en JavaScript le principe de classe. Donc, on est capable, puis ça, c'est assez nouveau. C'est tellement nouveau que ce n'est pas quelque chose qu'on va voir beaucoup. Okay? Donc, les objets en JavaScript, c'est des choses qui sont complètement dynamiques. Okay? Contrairement à des langages orientés à objets typés statiquement, là, comme C#, mettons,
l'objet, tu peux y insérer des nouveaux paramètres, il n'y aura pas de problème. Okay? Tu peux y ajouter des champs qui peuvent faire référence à des fonctions, puis ça devient des méthodes. Donc, c'est ultra malléable, très versatile durant le développement, mais la problématique, c'est que c'est possible qu'il y ait des problèmes qui ne soient pas apparents facilement. On a quand même, comme j'ai dit, une possibilité d'avoir des classes. Donc, on a la description d'une classe, un constructeur, puis à partir de là, je peux créer un utilisateur, je peux avoir des définitions de méthodes à l'intérieur, donc un peu plus comme qu'est-ce qu'on s'attend. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas une pratique courante en ce moment dans le monde de JavaScript. Fait que ce n'est pas quelque chose qu'on va voir ultra méga souvent. Fait que ça ici, comme j'ai dit, c'est comme un aperçu des affaires. On a commencé très, très simple, mais on a été plus dans les raccoins possibles de JavaScript. Comme j'ai dit, vous pouvez aller voir sur le site qui est décrit plus haut, okay, pour être capable d'aller chercher plus d'informations quand vous allez travailler avec les différents éléments. Donc, si on vous demande, admettons, de travailler avec des chaînes de caractères, bien, avec les chaînes de caractères, il y a un paquet de fonctions qui existent. Fait que tu peux aller voir ici, bien, dans les types de données, j'ai les strings, puis à partir de là, bien, je peux aller voir qu'il y a des caractères spéciaux, je peux aller chercher avec le index of, je peux aller changer les choses avec le to uppercase, to lowercase. Donc, il y a plein de méthodes qui existent. Qu'on va voir au fur et à mesure. Et voilà. Parfait. Fait qu'ici, ici, Bernard, tu parlais des objets littéraux. Ben, en fait, un objet littéraux, c'est exactement ce qu'on a montré ici. C'est effectivement super commun. Puis, il va y avoir des fonctions constructeurs qui construisent cet objet-là de manière dynamique. Fait que c'est effectivement la pratique courante. On a vu, je pense, genre des structures, c'est non? Le principe d'une struct, habituellement, c'est que c'est pour juste des données. Okay? Okay. Là, ici, puisqu'on peut avoir, puisqu'on peut avoir des champs qui vont être des références à des fonctions, c'est pas exactement comme une struct. Là. Le but, c'est pas juste de contenir des données. Fait que c'est pas comme ça qu'on appelle ça habituellement, dans ce contexte-ci. Mais il faut comprendre qu'ils appellent ça des objets en JavaScript, mais ça n'a pas les mêmes règles que les objets que vous connaissez, mettons, en C#. Okay? C'est complètement dynamique. Tu peux rajouter des choses, enlever des choses. Il n'y a rien de... C'est semblable, mais pas exactement pareil. Fait qu'il faut faire attention. Assez pour te laisser dans un faux sentiment de sécurité. OK. Fait que ça, c'était notre partie pour le survol de la syntaxe de JavaScript. La deuxième chose qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le principe de gestion de projet. Fait que pour faire la gestion de projet, est-ce que si vous avez utilisé des gestionnaires de code source à date, ou vos gestionnaires de code source, c'était des zips dans les courriels? Fait que si je vous parle de gestionnaire de code source, ça vous dit quelque chose? Moi, non. Juste, je comprends, mais je ne l'ai pas utilisé. Excellent. Fait que le principe, on va regarder c'est quoi le principe. On va commencer à l'utiliser tranquillement aujourd'hui, okay, pour faire les exercices d'aujourd'hui. Puis au fur et à mesure, on va voir la fonctionnalité se développer, puis les subtilités émerger au fur et à mesure qu'on avance durant la session. Fait que le principe, en fait, l'utilitaire qu'on utilise, ça va être notre ami Git. Donc, le principe de Git,
c'est d'être, je pense qu'elle aussi, je peux la mettre en français. Non, mais il y a un livre anyway, qui est en français avec celui-là. Je vais le mettre sur le site par la suite. Là. Mais le principe, c'est quand on veut gérer du code source, puis quand on est en train de gérer le code source, on a différentes modifications qui vont se faire, différentes personnes qui vont travailler sur différentes parties du projet, puis à la fin, il faut être capable d'intégrer ça ensemble de la manière la plus facile et la plus conviviale possible. OK? Donc, le principe de Git, c'est un version control system, donc un système de versionnage qui me permet de gérer des ajouts et des retraits à du code. Okay? Donc, ça va avoir connaissance que c'est du code, ça va travailler ligne par ligne pour voir c'est quoi les différences, puis ça va nous permettre de facilement travailler soit tout seul puis avoir un meilleur contrôle sur où c'est que je t'ai rendu, qu'est-ce que je suis en train de faire, ou travailler en équipe puis d'intégrer, de modifier des choses en même temps. Fait que Git, c'est l'outil qu'on va utiliser, c'est le logiciel qu'on va utiliser. Si on veut savoir un petit peu plus avec Git, en gros, le système de versionnage est un problème qui arrive depuis longtemps. Puis, on va aller sur... Ça a été créé pour un utilitaire spécifique. Donc, ça a été créé par Linus Torvalds. Okay? C'est un petit nom, okay? Un gars inconnu. Il a juste créé Linux. Okay? Puis, ouais, le noyau de Linux. Puis, étant le maintainer, je ne sais pas c'est quoi en français, en tout cas, la personne qui gère les interactions pour mettre à jour le noyau de Linux, il faisait ça par courriel. Okay? Fait qu'il disait, envoie-moi les différences, puis je vais les patcher à l'intérieur, puis il m'a amené cette année. Puis, il a regardé les options des différents logiciels, parce qu'il y avait d'autres options auparavant, puis il a comme fait, c'est toute la merde, je suis capable de mieux faire, fait qu'il a décidé de créer un logiciel qui permettait de gérer le développement du plus grand projet de code libre qui existe sur cette planète. Fait que c'est un outil qui est extrêmement large, extrêmement puissant, mais qui peut devenir un peu lourd si on tombe dans des options ésotériques qui sont utilisées par peu de gens. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est ça, l'outil qu'on va utiliser, mais on va l'utiliser avec un service spécifique. Okay? Donc, on va l'utiliser avec GitHub. Donc, GitHub, le but de ce site-là, c'est d'être une place où tu vas pouvoir déposer tes différents projets. Okay? Donc, les projets, ils appellent ça dans le Git, ils appellent ça des repositories, donc des repos en commun. Donc, tu vas construire des projets, tu vas les mettre dans des repos de Git, puis tu vas pouvoir les gérer sur GitHub. Donc, pour le cours, il va vous falloir un compte GitHub. C'est gratuit à faire. Vous pouvez utiliser votre adresse de l'école, puis tout va bien aller. Puis, à partir de là, moi, je vais utiliser d'autres services qui vont pouvoir nous aider à facilement gérer des projets ensemble. Ce que je vous conseille d'aller chercher pour vous simplifier votre vie de Git, c'est l'outil qui vient avec GitHub, qui s'appelle GitHub Desktop. Donc, si vous retournez dans le Class Notebook, j'ai à l'intérieur de celui-ci, dans notre Content Library, dans les outils du cours, j'ai parlé de GitHub Desktop. Il y a le lien littéralement ici qui est desktop.github.com. Puis tu peux télécharger cet outil-là pour gérer ton environnement de Git puis de GitHub d'une manière facile et conviviale. OK? Fait que le principe, c'est qu'aujourd'hui, on va regarder comment utiliser l'outil, okay? Puis on va parler des grandes lignes qui viennent avec. Puis dans les semaines subséquentes, on va aller plus dans les détails derrière pour savoir qu'est-ce que ça fait, comment ça marche, qu'est-ce que c'est supposé manger l'hiver, Git. Fait que le principe aujourd'hui, c'est que je veux que vous ayez sur GitHub, que vous créez un compte GitHub,
que vous allez chercher GitHub Desktop. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des exercices de JavaScript en utilisant un repo de GitHub que moi, je vais avoir pré-préparé. Fait que, on va tomber dans notre partie plus pratique. Oui, Alexandre? Donc, contre GitHub, le desktop, mais tu avais aussi parlé du Git au tout début, ça, est-ce qu'on le télécharge? C'est le logiciel qui va travailler derrière GitHub Desktop. Okay? Donc, quand tu vas l'installer, GitHub Desktop, il va automatiquement installer Git en même temps. Okay? Puis GitHub Desktop, c'est juste une interface à Git pour ne pas avoir à taper avec la ligne de commande. Donc, on va le faire ultimement, mais au début, je veux avoir un environnement qui est plus convivial que juste la ligne de commande pour le faire. C'est pour ça que je vous fais travailler avec GitHub Desktop. OK, alors juste desktop, ouvrir son compte, puis c'est beau. Et voilà. Puis après ça, une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer un lien que je vais vous donner. OK, celui-là. Parfait. Comme vous pouvez voir, je suis en train de taper live. Une fois que vous allez avoir créé votre compte GitHub, que vous allez avoir téléchargé GitHub Desktop, vous allez pouvoir cliquer sur ce lien-là, puis vous inscrire pour les exercices d'aujourd'hui. Puis on va voir ensemble à quoi ça ressemble quand on fait ça. Fait que pour l'instant, on se laisse une quinzaine de minutes. OK? Donc, je vais revenir à 2h45. OK? Pour une fois que vous avez tout créé vos comptes, pour continuer, ça va me laisser le temps de prendre une pause aussi. Vous allez pouvoir vous lever ou dégourdir les jambes un petit peu. Oui, Alex? Est-ce qu'il faut utiliser l'adresse du collège ou on peut utiliser notre adresse à nous? Ça dérange-tu pour tu peux le utiliser groupe? ton adresse personnelle. Puis, anyway, après ça, je vais vous montrer comment enabler des features avec un compte étudiant où c'est que tu vas pouvoir rentrer ton adresse personnelle de l'école pour le valider par la suite. Mais pour créer le compte, je te conseille de le faire pour ton adresse personnelle parce que je te conseille après ça de garder le compte par la suite. C'est fait, Hugo. Est-ce que tu peux vérifier? Parfait. J'ai cliqué sur le lien. Parfait. Oui. Cool. Hugo, juste après, si c'est possible, de nous montrer comment accéder à notre boîte de collège. Ce n'est pas le courriel? Mio, Oui, vous avez certainement. dit, ce n'est pas le Mio. Effectivement. OK, Pour, merci. je veux te le montrer, c'est assez facile. La manière la plus facile, c'est tu vas sur office.com. Puis, une fois rendu ici, attends, là, je vais me déconnecter. Là. Il est capable. Je vais me déconnecter encore. Je ne vais pas vous montrer c'est quoi la page normale. Avais-tu une autre question, Alex? Ou ta main était restée levée? Je pense que c'était bon. OK. Excuse-moi, Hugo. Juste un instant, je suis en train de finir ça ici. Donc, quand tu es rendu sur office.com, tu peux cliquer sur ton petit piton de login en haut à droite. Puis quand ça va te demander le courriel, marque le courriel du cégep qui est ton numéro de compte acommercial.crosemo.qc.ca. Donc, moi ici, il est ici, là, le H Leblanc. Là. Moi, je n'ai pas de numéro. Je suis assez important pour avoir un vrai nom. Puis ça va automatiquement t'envoyer à la page de connexion du cégep. Puis à partir de là, tu vas avoir accès à toutes les options, dont Outlook.
Donc, en gros, tu vas sur office.com, tu te logs avec ton compte du cégep, puis après ça, tu vas sur Outlook. Puis c'est pas mal ça. Fait que je vous laisse vous créer votre compte sur GitHub, d'installer GitHub Desktop, puis de cliquer sur le lien que je vous ai envoyé. Moi, je reviens dans une dizaine de minutes. Bah, tu cliques.
And we're back! Ici, monsieur qui revient. OK. Donc, est-ce que il y a du monde avec qui ça a mal été de créer leur compte GitHub? Parce que si je regarde en ce moment, on a juste la moitié de la classe qui a réussi à cliquer sur mon lien correctement. Donc, en passant ici, on n'oublie pas... T'as envoyé un lien, j'ai pas suivi. Oui, c'est ça. Une fois que tu as créé le compte GitHub, si tu vas sur notre Teams, j'ai mis un lien qui va nous permettre de nous créer un repo automatique pour les travaux d'aujourd'hui. Donc, une fois que tu suis ce lien-là, si tu es déjà logué dans GitHub, ça va te demander, ou je pense que ça va le faire automatiquement, veux-tu travailler avec telle affaire, puis ça devrait dire quelque chose comme ça à la fin. You're ready to go. OK, je vais le faire. Donc, sur Teams, je m'attends à ce qu'on soit capable, une fois qu'on a créé le compte sur GitHub, de cliquer sur cette petite affaire-là. Puis après ça, ici, d'avoir à l'intérieur le You're ready to go. Après ça, d'avoir réussi à installer GitHub Desktop. Si je monte ici. Ouh, j'ai le dépôt dans ma liste. Yeah. Ici, je vais taper ça. Puis après ça, une fois qu'on a eu cette page-là, vous pouvez ouvrir GitHub Desktop. Puis vous devriez avoir une interface qui ressemble à ça. Fait que, on a le lien à cliquer. Ensuite, on devrait avoir cette page-là une fois qu'on a réussi à créer notre compte puis que ça nous a inscrit avec le repo pour les exercices d'aujourd'hui. Puis après ça, on peut ouvrir GitHub Desktop puis avoir minimalement cette page-là. Okay? Donc ici à droite, vous devriez voir juste le lien. Il est dans notre groupe de... Il faut faire attention ici, il faut sélectionner. Ici, Bernard il demande il est où le lien dans Teams. Il faut faire attention parce que vous avez un team pour chacun de vos groupes. Donc, faire attention de bien sélectionner Hypermedia 2, groupe 288. Puis, il est dans les posts d'aujourd'hui. Donc, je l'ai mis littéralement. Je peux même le recopier dans le chat de Zoom, juste pour bonne mesure. Comme ça. Donc, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à lever la main. Moi, je vais venir voir qu'est-ce qui se passe. Essayer de vous retrouver. Parfait. Fait que, Fabrice, qu'est-ce que je fais pour aider le monde? C'est que je m'en vais sur Teams, puis je fais une rencontre individuelle. Fait que je vais t'appeler sur Teams dans quelques secondes. Fait que je vais aller aider Fabrice. Je reviens. OK. Ouais, Fabrice, t'es-tu sur Teams en ce moment? Parce que ça ne marche pas, je ne peux pas t'appeler.
En ce moment, tu es muté, Fabrice. Je ne peux pas t'entendre. Je disais que je n'arrive pas à aller sur Teams. Tu n'arrives pas à aller sur Teams? Comment ça? Qu'est-ce qui... On continue à travailler, là. En fait, quand je mets mes coordonnées là, on me dit que je suis déconnecté. Fini pour là, je recommence en mai. On te dit que tu es déconnecté. OK. Moi, je peux-tu... Ah non, mon Dieu, non. Ah non, 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 je ne suis pas éligible encore. Non, non, non. De toute façon, Hugo, il continue à travailler aussi. Bon, attends. Peux-tu te mettre quelque part? Ah, c'est gentil, mais non, non, ça va vraiment être correct. Ce que je peux faire pour l'instant... Qui ça? Donc, pour le restant d'aujourd'hui, le principe, ça va être de prendre ce que moi, je vous ai fait comme exercice, puis d'être capable de faire des exercices de JavaScript. Fait que comment ça va marcher? C'est une fois... Oui, vas-y. Mon portable était déchargé, je viens juste de revenir. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Non, je suis en train de configurer du monde. Fait que on était à... Tu as un compte GitHub, puis tu as cliqué le lien où c'est qu'on est rendu à avoir GitHub Desktop d'installer, puis on est prêt à aller travailler avec. Donc, une fois que tu es dans GitHub Desktop, le principe, c'est qu'on va prendre la source de travail avec laquelle on a travaillé en ce moment, puis on va aller commencer à travailler à l'intérieur de ça, puis les modifications qu'on va faire, on va aller les mettre sur le site. Donc, le principe de GitHub, puis en fait de Git en général, c'est le suivant. C'est que quand je suis en train de travailler donc sur mon ordi local, j'ai un repo quelconque, OK? Puis à l'intérieur de ça, j'ai différents fichiers, OK? Fait que à côté de ça, j'ai le service, OK, qui est GitHub. Là, ici, je pourrais essayer de faire le petit icône de l'octopus, mais je ne suis pas très bon à faire l'icône de l'octopus. OK. Donc, sur les serveurs, il va y avoir la même version qui existe ici. Donc, la version du projet est sur deux endroits différents. Quand on va travailler sur notre version locale, OK, donc ça ici, c'est ce qu'on appelle le local, ça ici, c'est ce qu'on appelle le remote. Donc, moi, je vais vouloir faire des modifications à ça. Fait que je vais aller écrire du stock à l'intérieur. Quand je change le contenu de mon projet, je vais vouloir comme sauvegarder la batch ensemble de contenu. Donc, je suis en train de travailler sur plusieurs fichiers en même temps. Je suis en train de faire un feature quelconque. Puis, je veux dire, ben, OK, maintenant, c'est un nouvel état de mon projet. Fait que ce que je vais vouloir faire, c'est prendre tous ces changements-là puis faire ce qu'on appelle un commit. OK? Donc, ici, ça sauvegarde le nouvel état de mon projet. Puis, ça va être capable de ensuite faire ce qu'on appelle un push qui va nous permettre de prendre tous ces changements-là puis de les rajouter sur notre version en ligne. OK? Fait que là, la première chose, c'est qu'en ce moment, cette partie-là n'existe pas encore. OK? Donc, quand vous avez cliqué sur le lien, ce que ça a fait, c'est que ça a créé le repo de Intro JavaScript. OK? Donc, moi et vous, on va pouvoir avoir accès. En passant, c'est tout privé. OK? C'est entre vous autres. Bien, c'est entre moi et vous autres, en fait. C'est un privé entre nous deux. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est être capable de prendre ça ici puis de le copier ici. Donc, quand je veux initialiser un repo local à partir d'un repo remote, donc la première étape, c'est ce qu'on appelle un clonage d'un repo. Fait qu'on va prendre tout ce qui est à l'intérieur de celui-là, puis on va le cloner de manière locale ici. Fait que si vous partez GitHub Desktop, ça va sûrement vous demander votre compte que vous avez créé, vous vous loguez, puis là, vous allez avoir la liste de tous les repos. Il ne devrait pas en avoir en ce moment, là. OK? Il devrait juste en avoir une qui va être... on va l'appeler celui-là ici.
intro JavaScript avec votre nom d'utilisateur de GitHub. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est que tu peux sélectionner celui-là, puis tu vas pouvoir cliquer sur « Clone » celui-là. Donc, ça va faire une copie locale. OK? Donc, le but, c'est de faire une copie locale de ce qui est déjà sur leur serveur. Quand on fait ça, ça va dire « OK, où c'est que tu veux aller le copier? » Donc, ça, en fait, c'est le dossier dans lequel on va aller travailler ensemble. Donc, à l'intérieur de ça, c'est l'adresse où c'est que moi, je peux aller chercher. Puis ça, c'est l'adresse locale avec laquelle je peux travailler avec. Fait que vous pouvez sélectionner un dossier dans lequel vous êtes habitué de travailler. Là, donc, c'est là que les fichiers vont apparaître. Puis, une fois que ça, c'est fait, tu peux cliquer sur « Clone ». OK? Fait que c'est cloné. L'interface de GitHub Desktop ne va pas te montrer les fichiers qu'il y a à l'intérieur. L'interface de GitHub Desktop est là pour te démontrer les changements par rapport à ce qui est disponible. Donc, le principe, c'est toujours par rapport à... ici, on me demande, je peux agrandir l'affichage de l'écran? Difficilement. C'est pas mal le maximum que j'ai. Fait que cette fenêtre-là, je ne peux pas la mettre beaucoup plus grosse, malheureusement. Je peux-tu la mettre plus grosse? J'ai peut-être des raccourcis clavier qui me permettraient de faire ça. Zoom in. OK, bon. Est-ce que quand je fais ça, ça zoome pour vous autres, ça? Ou ça zoome pas? Non. Ça zoome pas? Ah, OK, c'est juste sur mon ordi. Bon, désolé, ça ne marche pas plus. La taille de la police est malheureusement inchangeable dans l'application. Mais anyway, on va le voir, il n'y a pas grand-chose à regarder ici. Le principe, c'est que ça ici, ça va nous montrer les différences. Nous autres, ce qu'on veut faire, c'est aller dans le dossier puis être capable de modifier à partir de là. Fait que ce n'est pas un éditeur, GitHub Desktop, c'est juste là pour gérer le projet. Fait que là, ce que nous, on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir l'ouvrir dans Visual Studio Code. Fait que dans Visual Studio Code, attends, je vais enlever le chunk vert. On va le faire comme ça. Et voilà. Donc, j'ai un Python pour l'ouvrir dans Visual Studio Code. Lui, je peux le mettre plus gros au besoin. Puis, dans Visual Studio Code, là, je vais avoir les différents fichiers que moi, je vous ai déjà donnés. Donc, à l'intérieur de ça, il y a qu'est-ce qu'il faut faire en passant aujourd'hui. Donc, dans le README, il y a les instructions à avoir. Donc, ici, j'ai une série de problèmes, okay, donc, qui sont toutes commencées par une étoile. Là. Puis, pour chaque problème, je vais vouloir écrire un programme en JavaScript qui va régler ce problème-là. Fait que, ce que je veux faire, c'est écrire une série d'exercices. Donc, ça va ressembler à ça ici. Là. Okay? Donc, mettons ici, je te demande une fonction qui additionne deux nombres. Bien, tu as la fonction que je veux que tu fasses. Puis après ça, il y a des exemples de la fonction par rapport à ce qui est demandé. Quand on va vouloir tester nos programmes en JavaScript, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser Node pour exécuter ce fichier-là. Donc, on sait, on l'a testé hier, là, tout le monde a Node d'installer, ça devrait être bon. Fait que quand j'ouvre mon terminal, donc là, je peux soit l'ouvrir à l'extérieur ou soit l'ouvrir dans le Integrated Terminal. Je peux avoir Node suivi du nom du programme que je veux exécuter. Donc, dans ce cas-ci, exercice exemple.js. Puis, je peux voir que ça va exécuter le contenu. Ça va faire le console log des deux éléments que j'avais. OK? Donc, aujourd'hui, le principe, c'est d'être capable de dire, je veux avoir un. OK? Donc, mettons ici, je me fais un nouveau fichier. Je l'appelle exercice 1. Exercice1.js. Puis là-dedans, on va se faire des choses. Hop là.
Oui, Alex? Moi, je suis perdu. Je suis pas capable de l'ouvrir dans Visual Code. J'ai un Python qui me dit Open une Sublime Text. Oui. Mais j'aime mieux. Moi, j'aime mieux Visual Code. Là. Ouais. Tu peux sûrement aller dans les configurations de GitHub Desktop pour pouvoir décider c'est quoi l'éditeur que tu veux utiliser. Ça détecte automatiquement ceux qui sont installés sur ton système. On va commencer. J'ai été dans Visual Code, puis là, ils me disent d'installer Git. Je suis en processus d'installation de Git, mais là, je suis plus dans les options de toucher de l'installation, c'est que je ne peux pas te suivre en programmant, je peux juste te regarder. Ouais, non, c'est correct. Là. Pour l'instant, c'est ce que je veux. Là. Puis au pire, comme je vais mettre la vidéo, puis au pire, le restant de cet après-midi, c'est juste nous autres qui travaillons avec ça. Là. Après ça, il n'y aura plus de partie magistrale. Là. Fait que si à un moment donné, vous bloquez dans les options, c'est correct. Faites juste regarder, continuez à suivre, puis on regardera ensuite qu'est-ce qui va se passer. Fait comme je disais, le principe, c'est on a un README à l'intérieur. Dans le README, on a un paquet d'exercices à faire. Puis après ça, on a pour chacun des exercices un fichier JavaScript à écrire qui va nous permettre de le tester par la suite. Fait que maintenant ici, je vais faire... en fait, je vais juste l'appeler, ça fait déjà un Hello World. Ça. Ça marche. Puis je peux voir que Node fonctionne. Fait que ça, c'est la partie exercice. La deuxième partie, ça va être la partie de gérer ça avec GitHub. Donc, le principe, c'est que si je retourne dans mon interface de GitHub Desktop, donc j'ai rajouté un fichier, puis j'ai rajouté du texte à l'intérieur. Je veux sauvegarder ça dans mon projet sur GitHub. Fait que ici, je vois qu'en ce moment, il a déjà détecté que, hey, j'ai changé un fichier, j'ai rajouté exercice1.js. À l'intérieur, c'est ça les modifications, j'ai rajouté toutes ces lignes-là. Ce que je veux faire, c'est être capable de faire un commit. Hein? On a dit que quand on veut prendre, puis ici, si j'avais fait plusieurs exercices d'un coup, hein, on va s'en faire un deuxième. Je fais une deuxième fonction. Quelque chose comme ça. Donc, quand je reviens, je peux voir tous les changements qui ont été faits depuis le dernier commit, depuis la dernière sauvegarde du projet. Donc, quand je veux faire une nouvelle sauvegarde, un nouveau commit, je m'en vais dans cette fenêtre-là, puis en bas à gauche, on a le commit to master. Pour faire un commit, on voit ici qu'il est grisé, là, parce qu'il faut toujours donner un message avec notre sauvegarde. Donc ici, je vais dire ajouter exercice 1 et exercice 2. Fait une fois que j'ai mis le message, là, je peux faire un commit. Fait ici, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai sauvegardé ça. Donc, j'ai fait des changements. Puis maintenant, les changements sont devenus l'état courant de mon projet. Il faut faire push. Mais en ce moment, cet état-là est seulement local. Ce n'est pas encore vu sur le serveur de GitHub. Donc, l'autre étape à faire, c'est de push les changements pour l'envoyer sur GitHub. Puis, on voit ici qu'il y a un Python qui est automatiquement, comme ça te le dit ici, là, hey, il y a un commit qui est prêt à être envoyé, je peux cliquer en haut, je peux cliquer ici. Donc, n'importe où qui va dire le push vers l'origine, ça va nous créer puis envoyer les changements sur GitHub. Une fois que j'ai fait ça, je peux aller voir que ça a bien fonctionné. Donc, si je clique ici sur le View on GitHub, ça m'ouvre une nouvelle page qui va être, en fait, la version de mon code sur le serveur de GitHub. Donc, sur le serveur de GitHub, je peux voir, bon, j'ai le README hein, qui est écrit en Markdown comme tantôt. Puis, à l'intérieur, on a les exercices que j'ai créés avec le code que j'ai créé. Puis, je peux voir, en fait, ici, la liste des différents commits.
on en avait un qui est toujours le premier, le initial commit. Puis après ça, je peux voir celui-là que moi j'ai rajouté il y a 1 minute, qui est disponible. Fait que, à chaque fois que vous faites des modifications, vous pouvez faire un nouveau commit, vous pushez le commit, puis on va pouvoir voir, en fait, vous avez un repo privé avec moi. Donc, moi, je vais pouvoir voir vos différentes fonctionnalités que vous ajoutez. Fait que le but d'aujourd'hui, c'est d'être capable de avoir configuré votre compte de GitHub, d'avoir réussi à partir les exercices, de faire les exercices, puis à chaque fois que vous complétez les exercices, en fait, la partie la plus importante d'aujourd'hui que faire les exercices, c'est d'être capable de faire un commit, puis de le push sur GitHub. Donc, en gros, moi, j'ai une vision de tous les différents repos du monde qui sont dans l'exercice. OK? Fait que je peux voir tous les comptes qui se sont mis. Puis, on peut voir en ce moment que moi, j'ai 2 commits. Ça veut dire qu'il y a plus que juste le premier commit initial que j'ai fait. Moi, ce que je veux qu'il se passe, c'est que tout le monde ait au moins 2 commits. OK? Donc, que vous soyez capable de faire des modifications, de sauvegarder l'état du projet, puis de le pusher sur le serveur. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille pour le restant de la période. Moi, je reste disponible. Je vais laisser le Zoom ouvert si vous voulez poser des questions dans le chat. Si vous voulez, soyez pas gênés à directement m'appeler sur Teams. Okay? Si vous voulez me partager votre écran, ça va être plus facile et direct. Est-ce qu'il y a des questions? J'arrêterai l'enregistrement, comme ça va être juste cette partie-là qui va être disponible par la suite. Est-ce qu'il y a des questions de clôture avant qu'on passe à la période de travaux pratiques? Oui, Alexandre? Oui, merci. On n'a jamais téléchargé un cours à partir de Zoom. Alors, c'est quoi la procédure? Moi, ça va me générer un lien, puis moi, je vais vous partager le lien par la suite. Merci. Excellent. Oui, Fabrice? Oui, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut repartir sur la partie team là, voilà, pour finaliser, comment on appelle, la création de mon compte là? J'ai un petit souci à ce niveau. Oui, je vais venir te voir directement sur Teams pour être capable de faire ça. Est-ce que c'est correct? C'est correct, merci. Parfait. Fait que je vais clore le recording.